Et moi, je connais assez bien l'audiovisuel. J'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Par exemple, cette petite caméra que j'ai sur mon smartphone, je ne sais pas où je l'ai mis, mais voilà, pour avoir l'équivalent en caméra numérique en 96 à l'INA, c'était 250 000 francs. Aujourd'hui, c'est une fonction gratis, en quelque sorte, sur mon téléphone. Donc, il y a eu des incroyables transformations. Ces incroyables transformations auraient dû amener l'Europe à développer une toute nouvelle politique des industries culturelles, de l'éducation, etc., etc. Elle ne l'a pas fait. Et donc, les investissements qu'elle avait faits dans le web ont été récupérés par la Silicon Valley, qui a totalement dénaturé tout ça, parce qu'à partir de 2007-2008, le smartphone, d'une part, le réseau social, d'autre part, façon Facebook, eh bien, a totalement changé. Vous l'avez creusé, pourquoi l'Europe ne l'a pas fait, cette politique culturelle? Est-ce que pour vous, c'est dû à des pressions nord-américaines ou des choses comme ça? C'est, je dirais, dû à une crétinisation de l'Europe par le lobbying américain. C'est un sujet que je connais bien, parce que j'ai été, pas lobbyiste exactement à Bruxelles, mais enfin, quand j'étais à l'INA, je représentais les intérêts français dans l'audiovisuel, vu depuis la puissance publique française. Disons que j'ai participé à des groupes d'élaboration de ce qu'on appelait le PCRD à l'époque, c'est-à-dire le programme cadre de recherche et de développement. Bon, et j'ai vu, comme tous les gens qui connaissent un peu Bruxelles, le nombre de lobbyistes anglais ou américains qui sont installés là-bas, qui expliquent exactement qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, etc. Et qui expliquent exactement qu'il ne faut pas faire ce que l'Amérique fait, mais ne dit pas. Parce que, par exemple, moi j'avais publié cette note, parce que quand j'étais directeur de l'INA, j'étais en charge des notes au gouvernement sur l'audiovisuel. Ça faisait les études de l'audiovisuel, ça fait partie de mes attributions. Et donc j'avais fait une note un jour, en reprenant une étude d'ailleurs d'un Américain qui s'appelle Schiller, qui montrait que l'armée américaine avait investi 1000 milliards de dollars dans le multimédia en 20 ans. Et donc, pendant ce temps-là, les Américains disaient il ne faut pas que la puissance publique s'occupe d'avoir une politique industrielle, c'est le marché qui doit tout faire. Mais en Amérique, ce n'est pas du tout le marché. Google, par exemple, n'est pas sorti du marché. Il n'y avait pas de marché pour Google, justement. Et Google s'est sorti de 50 ans d'investissement de l'armée américaine dans les technologies de l'information, de la notation, des liens hypertextes, etc., etc. Et donc, il y a une niaiserie européenne qui est absolument stupéfiante, qui ne comprend rien du tout à ce qui se passe. C'est à dessein ou c'est simplement une bande de crétins? Non, c'est pas à dessein, parce que les gens ne sont pas bêtes par volonté. Je dirais que c'est un peu par lâcheté, mais c'est aussi du fait qu'il y a une capacité de storytelling en Amérique du Nord absolument inouïe, qui a été un énorme investissement depuis Édouard Bernays d'ailleurs, depuis 1917, puisque c'est en 1917 que Bernays a lancé cette vision qui passait par les théories de son oncle, Sigmund Freud, etc. Très bon bouquin à lire, Propaganda. Voilà, c'est Propaganda en particulier. Et les Européens n'ont rien compris à tout ça. Moi, j'avais été très frappé une année, c'était il y a longtemps maintenant, peut-être 15 ans, j'écoutais une émission de France Culture un matin. L'invité, c'était Michel Rocard. Et la personne qui l'interviewait lui avait demandé, mais alors, est-ce qu'il faut une politique culturelle européenne? Il dit, ah non, surtout pas. Il faut au moins laisser aux États quelque chose qui leur est propre, et c'est la culture. Et il n'avait absolument rien compris. Parce que ce qui a fait toute la stratégie de développement des États-Unis, c'est un débat en 1912 au Sénat américain, qui est quel est le sens du cinéma, quelle importance faut accorder au cinéma. Et un sénateur dit la chose définitive, il dit le cinéma, c'est le commerce. Trade follows films. Si on a une industrie du cinéma, on contrôlera la consommation, la production, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, au moment où Rocard disait ça, j'étais directeur de l'IRCAM à l'époque, j'avais reçu une délégation de Coréens du Sud qui disait on va développer une industrie culturelle coréenne, etc. Et c'était des investissements publics. Voilà. Parce qu'il faut, c'est pas directement le marché, c'est ce qui rend possible les marchés. Donc c'est en amont des marchés. C'est de la méta-économie, si je puis dire. Et aux États-Unis, ce qui fait cette politique, c'est l'armée américaine. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément passer par l'armée. D'ailleurs, il n'y a pas d'armée européenne. C'est une des spécificités de l'Europe qui la rend peut-être peu crédible.
Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui permet aux États-Unis, à l'armée américaine de faire ces investissements? C'est que l'armée, c'est ce qui est considéré stratégique, c'est-à-dire c'est en dehors de tout cadre ordinaire, c'est la protection de la nation. Et donc ça permet aux États-Unis d'avoir d'énormes capacités de recherche, voilà, qui sont financées. Moi-même, j'ai eu des financements d'armée américaine. De chez qui? In-Q-Tel? J'arrivais pas à faire financer des travaux sur des réseaux sociaux alternatifs. Eh bien, c'est la marine américaine, c'est l'US Navy. Comme d'habitude. C'est les services secrets de l'US Navy qui ont financé 2 postdocs chez moi. Et c'est absolument incroyable, j'arrivais pas à obtenir un centime de l'État français ou de l'Europe. Voilà. Et donc, voilà, l'Europe est totalement crétinisée, en fait, sur ces questions. Et si ça dure, elle disparaîtra. Vous l'avez creusé, pourquoi l'Europe l'a pas fait, cette politique culturelle? Est-ce que pour vous, c'est dû à des pressions nord-américaines ou des choses comme ça? Alors on en vient à la deuxième question bête. Mais pourquoi donc les États-Unis d'Amérique poussent-ils tellement à la construction européenne? Parce que nom d'une pipe, quand je suis à l'école, quand je lis les professions de foi des uns et des autres, quand j'écoute les hommes et les femmes politiques français, je suis convaincu d'une chose, c'est que la construction européenne, paraît-il, a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Alors, si ce que l'on me dit depuis que je suis né est vrai, mais comment se fait-il que les États-Unis poussent tellement à une construction dont l'objectif serait de leur nuire? Ça n'a pas de sens. Or, comme il est incontestable que ce sont les États-Unis qui poussent à la construction européenne, il y a une seule conclusion logique à en tirer, c'est que ce que l'on vous dit est un mensonge. Et que si les États-Unis poussent à la construction européenne, c'est évidemment que ça les sert. Il faut regarder un petit peu la stratégie, et en particulier le stratagème des chaînes, qui est une invention chinoise qui a été étudiée dans toutes les écoles de guerre du monde, y compris aux États-Unis. Les Chinois sont des spécialistes de l'art de la guerre. Mais il y a un autre ouvrage très intéressant qui s'appelle « Les 36 stratagèmes, manuel secret de l'art de la guerre ». Et celui qui est intéressant d'étudier, c'est celui-ci, qui est Lian Huanxe. Lian Huanxe, c'est le stratagème des chaînes. C'est le 35e des 36 stratagèmes classiques de l'art chinois de la guerre définis sous la dynastie Ming. Et qu'est-ce que dit ce stratagème? Eh bien, il dit qu'il consiste à pousser un ennemi à s'entraver lui-même dans des liens absurdes et autobloquants qui vont lui ôter toute mobilité stratégique et tactique et qui vont l'empêcher de pouvoir se défendre. Alors, il y a un exemple qui est expliqué dans l'une des éditions de ces 36 stratagèmes, qui est l'exemple suivant. Nous sommes à l'époque des royaumes combattants, et donc il y a 2 armées qui sont sur le Yangtze, un des grands fleuves chinois, qui doivent se battre avec des navires qui doivent se battre quelques jours après. Et dans le premier camp, le général fait venir l'un de ses conseillers, et le conseiller lui dit « Je propose que nous mettions en œuvre le stratagème des chaînes ». Le général dit « D'accord ». En quoi ça consiste? Eh bien, ce conseiller du camp A va se déguiser en paysan et va aller voir le camp B, qui est plusieurs kilomètres en aval sur le fleuve. Il va voir le général comme si de rien n'était. Il joue les espions. Et le général le reçoit et, comme il voit ce paysan qui a l'air assez malin, il lui montre son armada et donc le paysan fait semblant d'être très impressionné. Oh là là, vraiment formidable. Et à ce moment-là, l'espion prend un air ennuyé que le général du camp B note et dit « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Et cet espion fait semblant d'être ennuyé en disant « Mais écoutez, tout va très bien, je vois que vous avez une armée formidable, simplement il y a un petit problème, c'est que je trouve que vos navires tanguent beaucoup sur les flots du Yangtze,
Et moi, si j'avais un conseil, je serais un peu inquiet parce que je crains qu'à cause de ce roulis et de ce tangage, vos marins, vos guerriers ne soient malades pendant toute la nuit et pour livrer bataille demain, qu'ils ne soient pas en état de livrer bataille face à l'armée adverse. À ce moment-là, le général tombe dans le panneau et dit « Ah bah oui, ça je n'y avais pas pensé, mais comment pourrais-je faire ?» Et l'espion lui dit « Oh, moi j'ai une idée, mais bon, vous savez, faites-en ce que vous voulez. » Alors il attire l'attention du général en question, qui le presse en disant « Qu'est-ce que vous avez comme idée ?» Et l'espion lui dit « Ben voilà, moi je vous suggère une idée, c'est que tous les navires de votre flotte, vous les mettiez tous côte à côte et que vous les ligotiez les uns avec les autres par des chaînes. Comme ils seront tous ligotés les uns aux autres avec des chaînes, ça va faire quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc vos guerriers vont pouvoir bien dormir. Cette nuit, ils seront frais et dispos pour mener bataille demain. » Le général dit « Quelle idée extraordinaire, je fais appliquer ça tout de suite. » Et donc il décide en effet de ligoter tous les navires les uns à côté des autres par des chaînes puissantes pour stabiliser l'ensemble et que donc ces marins et ces guerriers puissent bien dormir. Et le général dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» Le faux paysan dit « Non, rien du tout. Vous savez, moi, c'était simplement une idée de bon sens. » Et puis il s'en va. Et il regagne le camp numéro A dont il émanait, et il dit au général « Ça y est, le stratagème a marché. » Et que fait à ce moment-là le général ? Eh bien, il part avec son armée et il va attaquer les navires. Et comme les navires sont tous ligotés les uns aux autres, ils ont perdu toute mobilité stratégique et donc on leur envoie du feu, etc. Et ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ont perdu toute mobilité et l'armée est complètement détruite. Voilà l'illustration qu'il y a dans l'une des éditions de ce stratagème d'échec. Alors, c'est un stratagème qui est utilisé, qui est étudié dans toutes les écoles de guerre. Eh bien, c'est l'illustration, c'est son application que les Américains ont appliquée à la construction européenne. L'invention de la construction européenne, c'est le stratagème des chaînes. Nous avions l'Europe des 6 en 1962, l'Europe des 9 en 1973, après l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Vous voyez, dans l'Europe des 6, la France était au centre des opérations. Avec l'Europe des 9, l'Europe se tourne vers le nord. Avec l'entrée de la Grèce en 1981, puis l'entrée de l'Espagne et du Portugal, elle se rééquilibre vers le sud. Mais à chaque fois, la France, dans l'Europe des 12, elle pèse évidemment en moitié moins que dans l'Europe des 6. Surtout avec des grands pays entrés comme par exemple l'Espagne, le Royaume-Uni. Et puis l'Europe des 15 en 1995 avec la Suède, la Finlande et l'Autriche, insensiblement, on va voir les pays anglophones ou ayant recours facilement à la langue anglaise qui vont se substituer à la France et à la langue française. Et puis après l'Europe des 15 en 1995, on passe à l'Europe à 25 en 2004 avec 10 nouveaux pays de l'Est, puisqu'à chaque fois les États-Unis sont là pour faire entrer de plus en plus d'États. Et puis après c'est l'Europe à 27 en 2007 avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie. En attendant l'Europe à 29 dans un futur dans quelques mois. Nous sommes en avril 2012. Vous savez que la Croatie, ça y est, c'est fait, c'est décidé, va entrer dans l'Europe dans quelques mois. Vous savez que ça sera le 28e. La Macédoine sera le 29e État. Il y a la Bosnie, l'Albanie qui sont sur les rangs. Et puis également la Moldavie. Et puis également l'Arménie, la Géorgie, et la Turquie qui entrera probablement avant 2020. Ça sera l'Europe à 30. L'Europe à 33 avec peut-être l'Ukraine, la Géorgie et l'Arménie. Et à chaque fois, les États-Unis sont derrière pour faire entrer le maximum d'États. Vous me comprenez à quel point, d'ailleurs, le bobard que on vous raconte sur le fait que l'Union fait la force, c'est une monstruosité. Il y a d'ores et déjà dans l'Union européenne à 27, nous sommes déjà 500 millions de personnes. Les États-Unis ont 308 millions d'habitants. Si effectivement il fallait avoir le plus grand nombre d'habitants possible pour peser, alors les Américains feraient tout pour empêcher que l'Europe se développe. Et il fera entrer dardard le Canada, le Mexique, le Venezuela, le Panama, le Costa Rica dans les États-Unis d'Amérique. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'ils font. Le long du Rio Grande, dans la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ils tirent à vue sur les Chicanos qui veulent entrer aux États-Unis d'Amérique. Donc si les Américains ne veulent pas fusionner avec le Mexique, alors qu'ils imposent à l'Europe d'accroître de plus en plus,
Ça veut bien dire, là aussi, qu'il y a une stratégie derrière, qui est celle que je vous ai décrite. Il n'y a aucun autre moyen de vous expliquer ce qui se passe. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Il y a 27 États dans l'Union européenne. Il y a 23 langues officielles. Il y a désormais 3 alphabets. L'alphabet romain, hellénico-alphabéto, l'alphabet grec, Kyrillia, qui est l'alphabet cyrillique introduit par la Bulgarie. Et 23 langues officielles, eh bien, si vous êtes mathématicien, vous saurez que ça donne 506 combinaisons possibles de traduction, avec des coûts de traduction phénoménaux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on passe par l'intermédiaire de l'anglais. Et puis progressivement, l'anglais devient ce que les linguistes appellent une koiné, c'est-à-dire la langue vernaculaire. En 1962, dans l'Europe des 6, il n'y avait que 4 langues officielles. Le français, l'allemand, l'italien et le néerlandais. L'anglais n'existait pas puisqu'il n'y avait pas l'Angleterre. En 1962, 80% des documents de la CEE étaient en français. Qu'est-ce qu'il en est devenu ? Eh bien, voici l'évolution de la langue de rédaction d'origine des documents à la Commission. En bleu, ce sont les documents en français, en rouge, c'est en anglais. Donc je vous ai dit, en 1962, le bleu représentait à peu près 80%. En 1996, nous étions tombés à 38%, tandis que les documents en anglais représentaient 46%. Et puis vous voyez quelle a été l'évolution au cours, depuis les 15 dernières années, les 16 dernières années, notamment avec l'élargissement, oui, parce que tout le monde préfère parler en anglo-américain. Donc désormais, le français est tombé, depuis à 2007, on était à 12%, on a dû tomber maintenant à environ 7 ou 8%. L'allemand, les autres langues sont encore plus basses, et l'anglo-américain, c'est plus de 90% des documents. En d'autres termes, le piège se referme inexorablement. Il ne peut pas y avoir d'autre Europe qu'une Europe américaine. La langue de travail de l'Union européenne devient exclusivement l'anglo-américain. La langue française subit une véritable déroute. Or, imposer sa langue, c'est imposer ses valeurs et sa vision du monde. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a reconnu en France que l'on pouvait déposer en France des brevets en langue étrangère, notamment en anglais. Si on peut déposer des brevets en langue anglaise en France, ce qui viole rien moins que le traité de Villers-Cotterêts de François Ier de 1523 qui imposait que tous les actes officiels en France fussent en français. Donc on revient sur 4 siècles d'histoire. Hein. Il faut ajouter à ceci ce phénomène burlesque de ce stratagème des chaînes dont je parlais tout à l'heure. Ici, nous avons le nombre de pages au journal officiel des communautés européennes, donc le nombre de pages des règlements. Vous voyez qu'entre 1957 et 1969, départ de Gaulle d'ailleurs, on était resté à quelques centaines de pages au total. Et vous voyez quelle est l'évolution avec les transferts, avec les nouveaux traités qui ont transféré de plus en plus de pouvoir et les élargissements. Hein ? Actuellement, nous avons en 2011 250 000 pages de réglementations européennes. Actuellement, la réglementation européenne s'accroît d'environ 100 pages de plus par jour ouvrable, c'est-à-dire 12 pages supplémentaires par heure de travail. Une page de plus toutes les 5 minutes. Alors d'ailleurs, les Français disent « on n'en peut plus de ces réglementations qui tombent sur les PME, sur les artisans, etc. On n'en peut plus de ces énarques. » Mais ce n'est pas des énarques. Ce n'est pas les énarques qui font la réglementation en France. Il faut arrêter. Les lois, les règlements, désormais, ça vient essentiellement de l'Union européenne. On entretient les Français dans l'illusion qu'ils seraient victimes d'une espèce de technostructure délirante française. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des critiques à faire. Mais fondamentalement, ce que l'on cache aux Français, c'est ça. C'est qu'en fait, l'immense machine bureaucratique qui nous tombe dessus, ça vient de Bruxelles.